Nouvelle Smart Vidéo, on est très content d'être avec Julien Tognotti, 5 fois champion de France des rallyes et détenteur du record pour un Français autour de l'île de Man sur l'épreuve très dangereuse mais ô combien grisante du Tourist Trophy. Première question, on va parler un peu de ton enfance. Quel est ton premier souvenir avec une moto, le petit Tognotti? Comment a commencé cette histoire d'amour en fait? Alors des souvenirs en moto, j'en ai pas beaucoup parce que je viens d'une famille qui ne faisait pas du tout de moto. Donc je me souviens d'une fois où on est passé sur une place où il y avait un espèce de petit marché où ils vendaient des petites Piwi entre autres. Et je me suis arrêté devant, je pense que j'avais les yeux qui brillaient et je sais que je voulais ça. Bon, malheureusement ça ne l'a pas fait, puisque ça devait être trop dangereux certainement, donc voilà. Et ensuite mon deuxième souvenir, c'est la mobilette à 14 ans, ou en tout cas à 14 ans et demi, parce que je me suis vraiment battu, ne venant pas d'une famille qui fait de la moto, je me suis battu pendant 6 mois tous les jours pour avoir cette mobilette. Alors, tu me parles de mobilette, la première moto, la vraie moto, qu'est-ce que c'était ? Alors, la première moto, si on peut appeler une moto, c'était une 125 Gilera SP01, puisque j'ai passé mon permis 125 à 16 ans. D'accord. À quoi te servait cette moto-là ? Est-ce que tu as tout de suite commencé à attaquer comme un sourd, à faire du circuit, ou est-ce que c'était pour aller au bahut ? Non, je faisais pas du tout de circuit, c'était pour rouler sur la route, puisque personne ne m'a mis au circuit. Mais par contre, effectivement, je roulais déjà bien assez vite comme ça, trop vite. J'ai eu de la chance de jamais tomber, de jamais me faire mal avec cette moto. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu fais de la moto quotidiennement ? Est-ce que tu roules sur route ? Mais bon, là pour le coup, sans attaquer trop fort. Alors oui, on va dire que quand il fait beau, je roule régulièrement sur la route. Ça m'arrive bien sûr le plus souvent possible quand j'ai forcément du temps, parce que préparer des courses, trouver des budgets, trouver les pièces, préparer les motos, ça prend forcément du temps, et accessoirement s'occuper aussi d'un petit garçon qui a 6 ans, ça prend du temps, donc voilà. Tu peux nous raconter comment tu as découvert le Tourist Trophy ? Le Tourist Trophy, dans les souvenirs que j'en ai, c'est quand j'avais, je dirais, 15, 16, 17 ans. C'est une course que j'ai découvert, on va dire, dans les magazines, et puis qui me faisait rêver, mais qui me paraissait en fait inaccessible. Inaccessible parce que c'est un petit peu le MotoGP de la course sur route, parce que au-dessus du MotoGP sur circuit, il n'y a rien, et au-dessus du Tourist Trophy sur la route, il n'y a rien. Et c'est une course qui me paraissait vraiment magique, et et puis en fait, à force de travail et de sacrifice, on se rend compte qu'on peut y arriver. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour rouler là-bas ? Alors c'est une question que tout le monde me pose, ou en tout cas qu'on me pose même pas, puisqu'on me dit, c'est même pas une question en fait, c'est une affirmation de la part de tout le monde, et on me dit tout le temps, mais tu dois être complètement débranché pour faire cette course, alors qu'en fait pas du tout. Il faut vraiment être certain que les pilotes qui roulent là-bas ce sont pas des suicidaires, ce sont pas des pilotes suicidaires, et c'est des pilotes qui réfléchissent peut-être beaucoup plus que les autres, parce que si on débranchait, on ferait même pas un tour. On serait mort bien avant. Pour donner quelques chiffres, entre les essais de la 600, les essais de la 1000, les courses de la 600 et les courses de la 1000, sur un Tourist Trophy, je fais 40 tours. 40 tours, c'est pas beaucoup, mais par contre, 40 tours de 60 km, si tu fais le calcul, ça fait presque 2500 km. J'ai roulé là-bas 3 ans, ça fait presque 7500 km, et j'ai fait mon meilleur chrono à 200,5 km/h de moyenne, bien sûr avec des pointes à plus de 300. Alors, tu parles du tracé justement, 60 km, plus de 250 virages. Comment est-ce que tu l'as appris ? C'est une bonne question. Comment je l'ai appris ? En fait, je me suis tourné vers quelqu'un pour moi qui est une référence, qui m'a appris plein de choses, qui m'a fait découvrir plein de choses et qui m'a motivé à faire plein de choses, qui s'appelle Serge Nuc, le chevalier de Groland. Et lui avait roulé déjà une année au Tourist Trophy, et quand j'ai décidé de me tourner vers cette course, je me suis tourné aussi vers lui en lui disant, mais comment est-ce que tu t'es entraîné ? Il m'a dit, écoute, voilà, je me suis entraîné sur une PS2, puisqu'à l'époque, lui, il a dû rouler dans les années 2000, alors est-ce que c'était 2004, 2005 ou 2006 ? Je sais plus exactement. Il me dit, je me suis entraîné sur une PS2 avec le jeu Tourist Trophy, et il me dit, si tu veux, je peux te prêter cette console et ce jeu. Il m'a dit, par contre, si je te prête ça, je veux que tu me la ramènes en main propre après la course. Donc voilà, avec un petit message en fait, fais attention à toi et reviens vivant.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle image ont les pilotes étrangers, c'est-à-dire enfin non britanniques, on va dire, au TT, et plus spécifiquement les Français? Est-ce que vous vous démarquez des autres ou pas? Oh non, je dirais pas spécialement, hein, parce qu'après, on va dire que la majorité des pilotes là-bas sont anglo-saxons. Il y a allez, quelques Espagnols, quelques Italiens, quelques Français. Vraiment, je dirais quoi, 3-4 Italiens, 3-4 Espagnols, 3-4 Français. Mais on a une image, il n'y a pas une image particulière. En fait, il y a beaucoup de respect entre les pilotes, puisque c'est une course très très dangereuse, que tout le monde espère le meilleur pour tout le monde, que voilà, que ça se passe bien. Et puis voilà, moi après à mon niveau, je suis pas très bon en anglais, donc il y a juste la barrière de la langue, même si j'aimerais échanger plus avec ces pilotes anglo-saxons. Alors la barrière de la langue, justement, le studio qui développe le jeu vidéo Titi que tu présentes aujourd'hui, donc, ils l'ont supprimé parce qu'ils ont fait appel à toi. Alors ils ont fait appel aussi à Davy Todd, qui est un petit jeune qui monte très très fort. Mais le fait qu'il t'ait demandé à toi, c'est, j'imagine, parce qu'ils voulaient avoir des commentaires en français dans leur langue à eux aussi. Qu'est-ce que tu as pu leur dire d'ailleurs pendant toute cette phase de développement? À quoi t'as servi? Oui, donc effectivement, j'aide la société KT Racing, qui est une société française spécialisée dans le développement, enfin dans la fabrication de jeux vidéo, spécialisée dans les sports mécaniques en fait, et qui maintenant aujourd'hui a travaillé en tout cas sur le jeu Tourist Trophy 2. Donc vu que c'est une société française, c'est plus facile pour eux de s'entourer d'un pilote français, ça évite la barrière de la langue. Après, pour répondre à ta question, sur quoi j'ai pu les aider, sur plusieurs paramètres. Alors d'une, le tracé, le circuit, de deux, les motos, et trois, les pilotes. Le tracé, pour leur donner vraiment tous les repères de freinage, toutes les accélérations, tous les trottoirs, etc. Puisque pour faire simple, en fait, il y a des trottoirs à des endroits qui étaient dans le jeu qui n'y étaient pas dans la réalité, et inversement. Et tout ça, c'est des repères qui sont importants quand on est pilote. Et je voulais qu'on soit au plus près de la réalité. Deuxièmement, on parlait des motos. Donc, sur les puissances, je les ai aidés sur les puissances précises des motos, sur les régimes de rotation des motos, sur les consommations des motos. Pour prendre un exemple très concret, quand j'ai commencé à jouer à la première version qu'ils m'ont donnée, avec un plein, j'arrivais à faire 3 tours dans le jeu. Alors que 3 tours, c'est absolument impossible dans la réalité. Dans la réalité, qu'on soit avec une 600 ou avec une 1000, on ne peut faire que à peine plus de 2 tours. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 tours, on est obligé de ravitailler. Et la troisième chose, j'ai bossé avec eux, je les ai aidés à bosser sur les pilotes, parce que un pilote, il peut rouler, on va prendre l'exemple de Peter Hickman par exemple, il peut rouler en 600 sur une Triumph, et en 1000 sur une BM, voilà. Et tout ça, si on prend l'ensemble de tous les pilotes, il pouvait y avoir des choses qui ne correspondaient pas, et je les ai aidés à faire en sorte qu'on soit le plus proche possible de la réalité. Alors parlons un peu de ces pilotes, mais les vrais cette fois, ceux qui roulent sur le vrai tracé dans la vraie vie. On a vu que Davy Todd est en couverture du jeu. Alors, on aurait aimé que dans la version française ce soit toi, mais bon, peut-être la prochaine. Davy Todd, c'est un newcomer en 2018, un des meilleurs. L'an dernier, il a fait une belle place. Est-ce que tu penses qu'il peut faire encore mieux, un podium, quelque chose dans le genre? Alors oui, effectivement, déjà Davy Todd, effectivement, il est sur la couverture. Il mérite largement plus que moi d'être sur la couverture, puisque c'est quelqu'un qui est très très performant, qui est très très rapide. Je crois qu'il est le deuxième meilleur chrono d'un newcomer là-bas. Et en 2019, effectivement, il a fait 6e à la Superbike ou à la Senior, il me semble. Donc bravo à lui pour ce résultat. Maintenant, bien sûr que avec les résultats qu'il a montrés, bien sûr qu'il peut faire certainement encore mieux. Maintenant, il le sait forcément mieux que moi. C'est une course d'expérience. C'est une course où il ne faut pas brûler les étapes, puisque les étapes, si on fait une erreur, on aura peut-être tendance de la faire 2 fois. Donc voilà, mais ça, il le sait mieux que moi. Aujourd'hui, selon toi, entre Hickman et Harrison, qui sont un petit peu au-dessus du lot, quel est le vrai king of the mountain? Ouais, je pense que Peter Hickman est un poil au-dessus. Il l'a démontré encore cette année. Il a fait des résultats exceptionnels. On peut prendre aussi l'exemple de ce qu'il réalise en World Superbike, puisque de mémoire, il a fait une course en World Superbike en 2019. Il a fait une pige. Il devait être invité à Donington, et si je dis pas de bêtises, il a fait une place de 5 ou 6 en mondial. Donc chapeau.
En 2020, il va y avoir du changement. Il y aura Hilliard sur une BM, McGuinness sur une Kawa, Cummings qui arrive avec la nouvelle Honda. Va y avoir du beau monde et de la grosse compétition, non ? Oui, certainement, bien sûr. J'ai vu aussi, effectivement, que John McGuinness a quitté la Norton pour passer chez Kawa. Voilà, après, je me suis pas plongé vraiment dans tout le reste, mais il y a toujours beaucoup de compétition sur cette course. Sur cette course, je suis pas inquiet. J'ai hâte de pouvoir voir ça de très près. Un petit mot aussi sur une autre légende et une famille légendaire, c'est Michael Dunlop. Dernièrement, ces dernières années, il a eu pas mal d'épreuves, que ce soit au niveau physique, mais également moral, puisque son frère est disparu récemment. Est-ce que c'est facile de continuer de rouler comme ça ? Et le fait qu'il n'ait pas de guidon encore officiel en Superbike, est-ce que ça te surprend ou pas ? Alors oui, effectivement, il lui arrivait beaucoup de choses dans la vie en général, pas que ces dernières années, puisque il a d'abord perdu son oncle début des années 2000, son oncle Joey. Ensuite, malheureusement, il a perdu son père à la Northwest. Et dernièrement, il vient de perdre malheureusement son frère, si je dis pas de bêtises, à la Southern. Et donc oui, bien sûr, on était, tout le monde se demandait est-ce qu'il va revenir. Maintenant, c'est un peu sa vie. C'est son truc, le Tourist Trophy. Voilà, donc il est revenu. Maintenant, oui, effectivement, il a pour la version Superbike, effectivement, il n'a pas de moto. Il cherche en tout cas une moto. C'est quand même un pilote qui a un caractère très très particulier. Et aujourd'hui, ça peut peut-être faire peur à certaines équipes. Mais bon, c'est quand même une référence du Tourist Trophy. Et je suis pas inquiet pour que ça se débloque pour lui. L'édition 2019, tu l'as malheureusement suivi sur un canapé. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion de l'épreuve, sachant qu'il y a eu des conditions météo qui étaient très très difficiles ? Ouais, c'était peut-être une année noire pour le Tourist Trophy. Il fallait pas venir cette année-là. Moi par chance, pas par chance, j'aurais préféré y aller et pas être dans les conditions dans lesquelles j'étais. Mais bon, c'est sûr que j'y étais pas cette année-là. C'était peut-être l'année où s'il y avait une année peut-être où il fallait pas y aller. Maintenant, effectivement, c'était un peu particulier puisqu'ils ont regroupé plein de courses la même journée et ils ont essayé de faire au mieux en fonction du peu de créneaux météorologiques favorables qu'ils avaient. Ils ont réduit des courses à 2 tours, si je dis pas de bêtises. C'était un petit peu particulier. Bon, après, il y a tellement il y a aussi bien sûr des enjeux financiers derrière, puisqu'il y a de mémoire 30 ou 40 000 personnes qui débarquent sur l'île, qui viennent voir des courses, et que ces personnes qui viennent un peu d'Europe et peut-être même du monde entier, il faut arriver à les satisfaire. C'est pas évident de savoir si c'était la bonne solution ou pas. En tout cas, ce qui est important, le plus important, c'est que les pilotes puissent rouler et surtout en priorité en sécurité. La sécurité, on sait que c'est important. Toi, au cours du Tourist Trophy, forcément, tu as dû te faire des frayeurs. Quelle est la plus grosse frayeur que tu aies eu jamais là-bas sur l'île de Man ? Ouais, ça peut paraître étrange, mais des frayeurs, je m'en suis pas fait beaucoup. J'en ai une où je me suis un peu déconcentré juste avant Craig Niba, juste avant le pub de Craig Niba, où il y a un gauche un peu en descente, et où là, je suis rentré peut-être un petit peu trop tard certainement à la corde, et j'ai mordu un petit peu très près de la trage extérieure, à pas grand chose de l'herbe. Bon, par chance j'ai réussi à garder la bonne trage, mais effectivement il manquait pas grand chose. Hormis ça, en 3 ans je roule avec en fait tellement de marge que bien sûr qu'il peut toujours arriver quelque chose, mais je me suis jamais vraiment fait peur. Ouais, et à l'inverse, est-ce que tu peux nous raconter ton bonheur le plus intense là-bas ? Ouais, mon bonheur le plus intense, ça a été forcément ce dernier tour du Senior TT 2018, où, qui me permet de décrocher le record français du tour au Tourist Trophy. Et quand j'arrive de ce dernier tour, je rentre au paddock et je vois le sourire de Fred Prota, mon mécanicien. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, parce que je sais que il y avait quelque chose sur son visage et qu'il s'était passé quelque
quelque chose de chouette, quelque chose de bien, et de pouvoir partager ça avec lui, c'était fort. Parce que Fred, il m'a beaucoup aidé et je sais que je lui dois beaucoup. Alors, tu parles de ce tour en 18.09. Est-ce que tu as senti, quand tu étais sur la moto, sur ce tour-là, que tu étais en train de faire un très bon chrono ou pas spécialement ? Alors, pas spécialement, pour la simple et bonne raison que, en fait, je venais de faire mes 5 tours. En fait, pour t'expliquer rapidement, il y a 3 courses en 1000. Superbike, Superstock et Senior TT. Ma première course en début de semaine, en fait, j'avais décroché déjà un record en 18 minutes 20 qui me permettait de décrocher ce record français, inespéré bien sûr, mais décroché quand même. Donc j'avais un super résultat. Donc j'allais pas spécialement chercher grand chose à la Senior TT. J'avais fait 5 tours et je rentrais dans mon dernier tour, et dans mon dernier tour je me suis dit en fait tu sais que c'est ton dernier tour, ton TT une fois que tu finis ce tour il est terminé, tu charges et tu rentres tranquille, tu retournes voir ton fils, donc garde de la marge, roule tranquille. Et en fait c'est bizarre à expliquer, mais j'ai roulé avec peut-être encore plus de marge qu'avant. Et puis il y a eu ce chrono inespéré, quoi. Pourquoi, pour quelle raison, je sais pas. Alors ce tour-là, ça fait 198 km/h de moyenne, je crois, environ. Cette année, tu retournes en 2020 sur le Tourist Trophy. Est-ce que le but, c'est de battre les 200 km/h, ou est-ce que c'est une marche qui est déjà trop balèze ? Alors, ce tour en 18 minutes 09, pour répondre à tes questions, ça fait exactement un chrono de 200,5 km/h de moyenne. Ouais, donc c'est plutôt correct déjà. Mais pour répondre à ta question, en fait, il faut bien se dire que je n'ai pas pu rouler en 2019 suite à un gros crash au Dakar, qui fait que malheureusement il y a eu une année de transition, il y a eu une année blanche, et que si je retourne au TT cette année, ça fera 2 ans que je n'ai pas mis les roues là-bas, et que forcément je m'attends pas, il n'y a pas de notion de performance ou de résultat, c'est surtout une année pour reprendre des sensations. Petite question peut-être un peu plus personnelle, c'est qu'est-ce que pensent tes proches du Tourist Trophy, de ton engagement dans cette compétition qui, chaque année malheureusement presque, fait des morts ? Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est en fait, il faut pas se le cacher, c'est une course très très égoïste. C'est quelque chose, moi, qui me plaît depuis que je suis gamin, mais qui ne plaît pas forcément à mes proches, qui ne plaît pas forcément à ma famille, parce qu'on connaît tous les risques. Et moi le premier, bien sûr, personne ne me met un couteau sous la gorge pour aller là-bas. Je fais ça parce que j'aime ça, parce que ça me plaît, parce qu'il y a une adrénaline et des sensations que je retrouve nulle part ailleurs. Voilà, maintenant, je sais pas comment t'expliquer ça. Je fume pas, je bois pas, je me mets rien dans le nez, je saute pas d'une falaise avec un parachute dans le dos, je fais pas de base jump. Peut-être que tout ça c'est mieux, mais en tout cas moi mes sensations et mon adrénaline je la retrouve en faisant ça, et j'ai envie de retrouver ces sensations là sans forcément de notion de performance ou de résultat, puisque mon résultat et les objectifs que je m'étais fixés quand j'étais gamin, je les ai décrochés. C'était 5 titres de champion de France des rallyes, 3 podiums consécutifs au mototour, un record français au TT, et maintenant une participation au Dakar. Tous ces objectifs-là que j'avais, je les ai faits. Maintenant, voilà, je veux juste rouler pour le plaisir. C'est intéressant, tu as peut-être déjà à moitié répondu à la question, mais est-ce qu'il y a des pratiques sportives, essentiellement, que tu te refuses parce que tu trouves justement qu'elles sont peut-être trop dangereuses ? Des pratiques sportives, c'est une bonne question. Des pratiques sportives trop dangereuses. Ouais, le base jump, oui, le base jump, c'est sûr que ça me fait un petit peu peur. Soit en parachute, j'ai déjà fait des choses comme ça, mais base jump, ouais, ça paraît un petit peu extrême. J'en suis pas là encore. Le regretté Fabrice Millet, qui nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant, il reste peut-être le plus famous des pilotes français au TT. Est-ce que tu as une anecdote sympa à raconter à son sujet ? Des anecdotes sur Fabrice, il y en a plein, parce que ouais, bien sûr qu'il y en a plein des anecdotes sur Fabrice. J'en ai tellement. Je pense à lui qui a sa moto démontée à j'ai envie de dire 3 heures du départ, ou en tout cas des essais, avec le réservoir posé d'un côté, la moto dans l'herbe, enfin la moto béquillée dans l'herbe, le réservoir posé d'un côté, le faisceau qui pend de l'autre,
est en train de te dire Julien, t'inquiète pas, ça va y aller, ouais, tu te dis waouh, mais c'est pas possible. Et puis après, non, des anecdotes, j'en ai plein. On a fait 2 tours ensemble à la course 1000 Superstock 2018 de mémoire, où on est sorti des stands ensemble au ravitaillement et on s'est doublé, redoublé, enfin on est resté roue dans roue pendant 2 tours et on a franchi la ligne d'arrivée ensemble. On s'est arrêté, j'ai une photo magnifique où j'ouvre la visière, il ouvre la visière et on se tape dans la main, et il y avait vraiment un profond respect mutuel pour chacun, pour 2 pilotes qui viennent de prendre un pied d'enfer en se tirant la bourre ensemble sur une course extraordinaire. Et dernière question, pour la sortie du jeu, on va dire, quel est ton record sur le jeu, et est-ce que tu vas y jouer fréquemment ou pas, ou est-ce que tu as définitivement beaucoup de projets en cours actuellement, est-ce que tu n'as pas spécialement le temps d'y jouer? Alors mon record, la dernière fois que j'ai vraiment joué au jeu, c'était au mois d'octobre, puisque c'est là où on a finalisé le jeu avant qu'il passe dans les mains de pas mal d'organismes pour qu'ils puissent le commercialiser, puisque le jeu sera commercialisé au mois de mars. Donc mon record dans le jeu vidéo, je le connais pas par cœur, je dirais une bêtise. Maintenant, j'ai envie d'y rejouer, c'est sûr, sauf qu'il y a j'ai beaucoup de choses dans les tuyaux, dont quelque chose qui va sortir d'ici 2-3 semaines, que je peux pas vraiment vous dire pour le moment. Mais en tout cas, ça va être un chouette truc, ça va être quelque chose qui sera vraiment très sympa, où il y a peut-être même en tout cas plus parlant en tout cas ce qu'il faut dire, c'est que c'est une course qui est à l'extrême opposé d'une course comme le Tourist Trophy, d'une course hyper égoïste comme le Tourist Trophy, et là on sera dans des notions de partage, je veux faire quelque chose qui a du sens aujourd'hui, quelque chose avec des valeurs, et j'ai quelque chose qui me tient à cœur, et ça vous en entendrez parler d'ici pas longtemps. Et voilà, je veux juste vous dire, restez connectés sur moutonnet.com parce que ça va être vraiment sympa. Merci, à plus. À bientôt.